Bienvenue pour ce dernier magazine PAF de la saison, sur lequel nous allons revenir sur un certain nombre d'événements de l'année, mais nous allons aussi nous projeter dans les mois, peut-être dans les années qui viennent, avec Nathalie Apozyreff. Bonjour, vous êtes députée de la 6e circonscription des Yvelines, députée LREM, et on va parler avec vous évidemment des événements de l'année, mais aussi des projets, parce qu'il y a beaucoup de projets pour les mois qui viennent, et puis de ce qu'est le mandat d'un député. Vous avez été élu pour la première fois il y a 2 ans, donc maintenant vous avez une expérience à nous raconter. Lionel Massetta, bonjour, vous êtes directeur du Théâtre de Saint-Quentin, de la scène nationale de Saint-Quentin. On va parler culture parce qu'on verra peut-être que justement il y a des scissions dans la société française, et peut-être que la culture est un des points d'ancrage, des points de rassemblement de cette société. On va en reparler. Puis il y a aussi tout le programme à venir du Théâtre de Saint-Quentin. Et Paul Armitage, je le dis bien ou pas? Armitage, hein. Armitage, c'est pas mal en français. Je me suis habitué au bout de 30 ans. Maintenant, c'est bon. Vous êtes le directeur du Golf National. Vous avez eu une année chargée, un peu comme Nathalie Apozyreff et comme Lionel Massetta aussi, parce qu'il y avait aussi InCité qui était ce rassemblement formidable où vous prenez un thème chaque année. Et cette année, c'était ce qu'on mange. Hein. C'était très intéressant. Paul Armitage, il y a eu évidemment la Ryder Cup cette année. Il y a 10 mois. Voilà, tout à fait. Qui était une grande réussite. C'est vrai, merci. On va en reparler quand même. Il y a l'Open de France qui sera au mois d'octobre. C'est vrai, pour changer. Et puis vous avez fait une passionnante interview dans l'équipe sur l'évolution possible de la consommation, si on peut dire, du golf. La pratique ne change pas, parce que golf 3.0, l'avenir du golf. Absolument, l'avenir du golf, c'est assez passionnant, dans lequel aussi rentre la perspective écologique. Et on va en reparler. Mais peut-être une question tout de suite d'actualité avec vous, Nathalie Apozyreff. Le bac, résultat aujourd'hui, peut-être tous les résultats, peut-être pas tous les résultats. Il y a une grève d'un certain nombre d'examinateurs, de profs. Alors, certains disent c'est une prise d'otage. C'est quand même mal vécu, je pense, de la part des familles. Comment vous comprenez que des enseignants puissent en arriver peut-être quand même à ce qui est un peu extrême quand même comme réaction, parce que le bac c'est quand même quelque chose de c'est sacré. Ma première pensée va d'abord aux bacheliers qui attendent le résultat. Certains ont peut-être commencé à les avoir. Donc moi j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les résultats seront annoncés aujourd'hui, parce que en fait il y a un petit nombre très minoritaire de copies qui ont été gardé en réserve de certains professeurs mécontents. Donc la grande majorité n'est pas concernée. Et puis sur les quelques 10 000 ou 30 000 cas, il y a cette possibilité de prendre la note de contrôle continu. Donc j'ai pas d'inquiétude. Je veux me montrer rassurante et vraiment penser aux bacheliers, à leur famille, notamment une bachelière, ma fille, dont j'attends avec impatience les résultats. Vous avez double casquette. Je suis concernée. Mais oui, mais vous savez, les élus ne sont pas hors sol, ce sont des parents, des citoyens comme les autres. Donc, je regarde depuis ce matin les sites, et donc on peut pas comprendre. En tant que parent, on se dit on est pris en otage, c'est quand même insupportable. Et puis, en tant que politique, moi, j'ai rencontré pas mal de représentants du enseignant. J'ai été moi-même aussi pendant 4 ans enseignante, donc je sais la pression, je sais les attentes qui sont vives, mais là je pense qu'il y a un refus, une opposition au changement qui est un petit peu dogmatique. Je comprends que c'est difficile pour les professeurs de s'adapter, pour les enseignants de s'adapter. Il y a un grand changement qui est en train de se passer dans la réforme du secondaire, mais franchement, honnêtement, qui pouvait se satisfaire de cette répartition filière, littéraire, ES, S, où il y avait une sélection, tous les meilleurs élèves allaient en S, mais franchement, sans avoir d'ambition particulière dans les sciences, c'était pas équilibré. Et là, on offre un meilleur projet aux élèves. Je sais que les périodes de transition sont toujours les plus, celles qui nous remuent le plus. Mais qu'est-ce que c'est beau de pouvoir se dire, je suis plutôt littéraire, mais j'ai envie de faire un peu de sciences, ou je suis matheux, mais j'ai envie de faire du latin. Oui, on peut aimer les deux. On peut aimer les deux. Et c'est répondre à une aspiration plus naturelle des élèves. Et pour avoir connu d'autres
cursus comme ceux qui sont enseignés à l'étranger, qui fonctionnent sur le système major and minors. Vous demandez aux élèves qui ont connu ces systèmes-là, et ils sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis. Donc c'est pour le bien des élèves. Donc je comprends les réticences au changement, mais alors il n'est pas admissible de prendre nos bacheliers en otage. Alors, on va revenir sur les réticences peut-être au changement. Paul Hermitage, vous avez fait vos études où? J'ai fait une maîtrise universitaire en Angleterre. En Angleterre, oui. Donc, pays d'origine. Et c'est très différent l'enseignement? Oui, complètement. Et même en 91, j'ai eu ma maîtrise avant de venir en France. International Business Finance, c'était finance internationale. Et effectivement, moi, j'ai spécialisé à partir de l'âge de 15 ans. En Angleterre. Ah oui, c'est ça. Oui. J'ai fait économie et langue étrangère, où j'ai commencé à toucher un petit peu le français et l'espagnol à l'âge de 16 ans. Et puis après, tout de suite en université, j'avais un major qui était économie. Donc, on choisissait assez vite, alors? Très tôt. Lionel Meseta, vous vous souvenez de la période du bac, tout ça? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens assez bien. Moi, après le bac, j'avais fait du droit. Et j'avais fait au lycée, j'ai choisi une filière littéraire. Et c'est assez amusant parce que cette réforme du bac corrobore assez bien moi ce que je pense de ce que doit être l'enseignement. Ce que je dis à mes filles, la science, ça sert à comprendre le monde. Le français ou les langues, en tout cas les matières littéraires, ça sert à l'expliquer. Donc je pense que les deux sont totalement l'un ne doit pas aller avec l'autre, tout à fait. Effectivement, cette hyper spécialisation, d'autant plus que moi j'ai eu un parcours un peu, pas heurté, mais en tout cas des changements assez radicaux, entre des études littéraires, ensuite le droit, une profession de juriste et ensuite une réorientation dans le domaine culturel et artistique. Donc je trouve ça tellement impossible pour des gamins de 16 ans, 17 ans, 18 ans de choisir si tôt une orientation qu'il faut avoir une visée la plus large possible. Et je crois que c'est ce qu'offre cette réforme. En termes d'ouverture disciplinaire, effectivement, et d'inciter les élèves à aller vers ce qu'ils aiment, ce qu'ils ressentent, et pas de les mettre dans une section particulière en fonction juste de résultats purement académiques. Mais ça, toi t'es pas bon, on va te mettre en devenir littéraire. En gros, c'était un peu ça quand même. Il faut que les élèves puissent suivre leur propre inclination et qu'ils aillent vers là où ils ont de l'appétence. Voilà. En plus, c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a eu au cours des dernières années, mais l'évolution était comme ça, une obligation de choix assez rapide, assez tôt. À 16 ans, 17 ans, on n'est pas forcément, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire plus tard. On n'a pas forcément. Vous saviez à peu près, mais non, même pas, parce que vous avez fait des finances. Exactement. En fait, justement, quand j'ai choisi ça, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais je sais qu'en voyageant un peu avec mon sac à dos, j'aimais voyager, j'aimais les autres cultures, j'aimais voir du monde. Dans langue étrangère avec un peu de finance, c'était ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Oui. Maintenant, travailler dans le golf et arriver là où je suis aujourd'hui, non, la vie est longue, même si on dit qu'elle est courte. C'est les hasards de la vie. Voilà, les parcours professionnels sont divers. Mais oui, c'est vrai, vous aussi. Oui, c'est ma troisième carrière, ma troisième vie. Mais c'est bien d'avoir plusieurs vies. C'est bien, pour moi c'est une chance, c'est vraiment le luxe, parce que il faut se défier, se mettre au défi soi-même et se réinventer. Et c'est possible. Donc, je pense que c'est plus facile pour certains que d'autres. Il faut avoir effectivement une certaine confiance en soi. Et la confiance, on l'acquiert déjà dans ses études à l'école. Et c'est là aussi où la réforme du scolaire, mais plus large, pas seulement du secondaire, mais ce qu'on cherche à apporter aussi aux enfants dès la maternelle, dans les réformes du ministre Blanquer, en réduisant les effectifs. On cherche à personnaliser plus l'accompagnement et puis à développer des capacités d'expression à l'oral et de prise de confiance. C'est quand même ce qui manque peut-être un petit peu dans notre enseignement actuel, qui est parfois effectivement très stéréotypé. Et heureusement, la plupart des enseignants accompagnent maintenant ce changement de paradigme pour avoir des enfants qui soient à l'aise et qui puissent ensuite s'exprimer. Et dans la vie, il faut avoir confiance. Et je crois que c'est important pour tout au long de sa vie.
pour tenter des choses. Non, mais c'est vrai que moi j'ai été confronté aussi à l'enseignement aux États-Unis, puisque je suis parti un an aux États-Unis pendant mes études. Et c'est vrai qu'on est dans vous parliez de la question de la confiance en soi. On est sur des modes d'enseignement qui sont totalement différents, tout simplement parce que le professeur est quelqu'un qui guide la réflexion. L'élève ou l'étudiant est quelqu'un qui participe très activement à la construction de son savoir. Je dis pas que je ne renie pas l'enseignement français, l'enseignement en France, qui je pense est d'une immense qualité, parce que je crois qu'on a tous dans notre scolarité, que ce soit à l'école, au collège, lycée, université, rencontré des professeurs qui ont été des déclencheurs. Voilà. Moi, je sais que il y a eu quelques-uns. On peut les compter sur le droit de la main, mais il y en a 3 ou 4 qui nous ont marqués tous. Oui, mais c'est important. C'est très important. On multiplie ça par le nombre d'élèves. Oui, donc il y a des déclencheurs qui sont. Peut-être raison qu'on est dans un système scolaire qui, au lieu de valoriser la réussite, qui contraint et sanctionne. Contraint un peu, sanctionne, oui, c'est vrai. Hein. Et surtout, et moi je me rends compte avec des enfants en bas âge que si les enfants ne sont pas faits pour ce modèle d'enseignement-là, c'est très compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul modèle d'enseignement. Et que ce modèle n'est pas forcément adaptable. C'est pour ça qu'on compte aussi sur le tact et le talent des professeurs pour arriver à s'adapter aux élèves. Mais oui, c'est vrai qu'ils le font de plus en plus. Hein. De toute façon, la société change. Les enseignants se doivent d'accompagner les changements. Et il y a aussi la question qui se pose à eux. C'est là où nous devons les aider et leur apporter des réponses en tant que politique. Il faut qu'ils soient dans un climat serein. Et aujourd'hui, il y a quand même des comportements à l'école qui sont difficiles à gérer. C'est pour ça que déjà réduire les effectifs, c'est déjà une première avancée. Et c'est ce qui s'est passé avec le dédoublement des classes. Hein. Ça marche bien. PCE1, ça marche bien. Vous entendez les professeurs et vous voyez, ça change leur méthode d'enseignement. Moi, j'ai visité à Carrières-sous-Poissy des écoles puisqu'ils sont en zone REP. Et déjà, vous rentrez dans la salle, vous percevez une grande différence quand il n'y a que 12 élèves. C'est le niveau de bruit et le niveau de chaleur. Parce que la température est beaucoup plus basse. Quand vous avez des classes à 30 élèves, je peux vous dire que ça produit beaucoup d'énergie. Là, vous avez un climat plus serein, des élèves qui sont organisés en groupe, qui travaillent en autonomie, et un enseignant qui circule autour et qui donne des conseils personnalisés. Ah oui, tu pourrais faire ceci, ça. L'enseignement est radicalement différent. Donc, pour moi, c'est la clé. Parler de 2-3 vies, professionnelles. Alors, j'ai assisté il y a quelques jours à des cérémonies qui sont assez émouvantes. C'était de médailles du travail. Alors, on récompense les gens qui avaient 20 ans ou 30 ans dans la même entreprise. Et je me disais, alors c'était très émouvant comme pour les gens qui recevaient ces médailles, mais en même temps, je me disais, on a quand même changé de société. Autrefois, on récompensait les gens qui restaient le plus longtemps dans le même travail. Aujourd'hui, on essaye de favoriser justement les changements de vie, les changements de travail, la mobilité. Hein, c'est vrai qu'on est... on va en parler dans culture, en sport aussi. On est à un moment de basculement quand même de nos sociétés, non ? Et en même temps, et vous en parliez tout à l'heure, justement, ça explique peut-être ça. Il y a à la fois une volonté de changer d'un certain nombre de gens et une réticence au changement de l'autre. Et c'est compliqué quand on gouverne, non ? Mais ce sont les nouvelles générations, de toute façon, qui vont imprimer le pas à venir. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que on peut pas... on peut anticiper ce que sera la société de demain. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tant que politique. Mais on n'est pas sûr de prévoir tous les coups. Alors on l'anticipe parce que on voit bien qu'il va y avoir une transformation grâce au numérique, au digital, donc des nouvelles formes de travail. Mais il y a des enjeux sociétaux, des évolutions. Par exemple, vous avez les slashers maintenant qui sont des personnes qui occupent plusieurs emplois en même temps. Donc, une grande diversité. Il y a des impacts aussi au niveau, par exemple, de la représentation des salariés. Qui va défendre le droit de salariés qui travaillent 2 jours ici, 3 jours là ? C'est compliqué. On voit bien que les syndicats eux-mêmes sont confrontés à cette problématique. Il n'y a plus de fidélisation de salariés comme ça sur le long terme, sur un seul travail.
Moi, j'étais frappée. Il y a des sociétés qui demandent même, alors qui n'ont plus de salariés, mais qui ont des gens qui créent leur propre société. Enfin, je pense. Les indépendants. Alors, on a renforcé justement. Évidemment, c'est tout bénéfice pour les. Voilà, je reviens sur quelques réformes que l'on a faites parce que je crois que c'est important. On a renforcé le filet de protection des travailleurs indépendants parce que finalement, vous créez votre boîte, ça marche pas, vous vous retrouvez au chômage, vous n'avez plus rien. Les femmes qui font un enfant et qui se retrouvent sans emploi, sans droit accompagnement pour la maternité, en fait. Donc là, on a les femmes d'artisans aussi qui vont avoir une meilleure protection à ce niveau-là lorsqu'elles auront des enfants. Mais voilà, on peut accompagner et la société va encore plus changer, je pense, du fait effectivement de cette économie numérique et puis de nos enfants. Moi, je vois bien nos enfants, ils se projettent pas dans une seule carrière. Ils ont des appétits très divers et variés. On leur a offert le monde. Alors, pas forcément le plus beau monde qui soit, mais pas seulement le plus beau monde. Ils sont conscients, ils sont conscients des enjeux. Par exemple, l'enjeu climatique. Il y a une responsabilité d'une génération quand même là-dessus. Ça fait 2 ans donc que vous êtes député, un tout petit peu plus, 2 ans. Quels sont qu'est-ce que vous retenez de ces 2 ans? Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui vous a le plus passionné? Alors, on se rend compte assez vite, dès les premiers jours, que c'est pas un travail, c'est pas un job comme un autre. On est dans une fonction. D'abord, on rentre avec le sentiment de grande responsabilité. Ça, je crois que le premier jour où on pénètre dans l'hémicycle, on se rend compte de la charge qui est sur nos épaules. Ah oui, ça, tous les députés sont passés par là, quels que soient les partis. Et puis, je pense que même les plus aguerris, on a des fauteuils sur lesquels on voit les noms de prédécesseurs illustres, donc on ne peut qu'être marqué par... il y a une certaine solennité, puis l'histoire. Donc, il faut qu'on s'inscrive respectueusement quand même dans une tradition. Nous sommes arrivés en masse, une nouvelle génération, de nouveaux profils. Oui, la plupart étaient des nouveaux élus. De nouveaux élus, un grand renouvellement, une mixité plus importante, et puis surtout des gens venant de la société civile, qui ne sont pas là par hasard, comme certains l'ont entendu, ont voulu le dire, nos opposants, en disant qu'on était sortis d'une pochette surprise ou autre, je ne sais pas quoi, d'un tirage au sort. C'est pas du tout ça. C'est qu'on a tous des parcours, on a tous construit des parcours. Moi, je peux vous donner des exemples de personnes qui, à l'Assemblée, travaillent sur des sujets qu'elles ont bien explorés pendant leur vie aussi, et qui avaient une véritable ambition et volonté. Alors voilà, ça ensuite c'est une fonction, effectivement c'est une mission, une mission qui. Non mais on pourrait être perdu quand on arrive. On est perdu au départ, et au sens propre comme au sens figuré. Donc on est impressionné déjà, c'est un moment solennel. Et ensuite, moi je me rappelle tous les huissiers qui sont là, qui disent bienvenue chez vous, bienvenue dans votre maison. Donc c'est pas l'image que l'on a d'un travail classique. Et on se dit, mais pourquoi ils insistent là-dessus, c'est chez vous? Oui, parce que vous allez y passer beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on vit dans une petite société quand même, on y mange, on y dort, on y travaille de jour, de nuit. Vous imaginez que ça serait aussi prenant, par exemple, avant d'être élu? Oui et non, parce que ce qui est difficile, c'est l'équilibre à trouver entre le temps qu'on passe sur le terrain et le temps qu'on est à Paris. Et donc, on n'imagine pas toujours le temps perdu aussi dans les transports, où il y a des temps d'attente aussi. On passe du temps à attendre que, il y a des amendements, des discussions, ça prend du temps très, très... C'est pour ça qu'on a mis en place une réforme du règlement aussi. On n'imagine pas le fait que des discussions qui ont déjà eu lieu en commission, par exemple, reviennent et se repassent sur le même modèle exactement dans l'hémicycle. Quand on est habitué à l'entreprise, comme moi, qui ai passé plus de 25 ans dans l'industrie, on fait une réunion, on décide, on acte, et puis voilà. Là, les process sont complètement différents. Vous essayez d'ailleurs de rendre un peu plus rapide le travail législatif,
au fond le délai entre la décision et la. Alors, il y a eu évidemment, on va y revenir en quelques mots, un mouvement qui a surpris tout le monde, qui vous a surpris, je pense aussi, cette année, c'est celui des Gilets jaunes, que personne n'avait vu venir, faut dire, non ? Alors, est-ce qu'on ne l'avait pas... On aurait pu le voir venir. Déjà, on avait senti beaucoup de mécontentement chez les retraités. Ça, c'est vrai que nous, on le voyait sur le terrain, on recevait dans nos permanences, puisque les députés ont tous des permanences, beaucoup de retraités, d'une part parce qu'ils ont le temps, puis parce qu'ils étaient vraiment très remontés. Ils ont eu l'impression que on disait, voilà, vous êtes des inactifs, on vous prend de l'argent. Non, il n'y a pas de sentiment. On sait que les retraités sont très actifs et qui ne sont pas du tout inutiles. Donc, je pense qu'il y a eu, en termes de communication, un effet un peu jauniste là dans la politique, qui est arrivé. Qui était malheureux. Après, on a rectifié le tir. On a vu que les retraités, si vous voulez, qui subissaient cette hausse de CSG, de taxes finalement, étaient parfois très limites en termes de fin de mois. Donc, on a réaugmenté le plafond jusqu'à 2 000 euros voilà, en termes de revenus de référence. Avec le recul. Et ça, voilà, on l'attendait le mécontentement beaucoup plus sur les retraités que sur cette classe moyenne. Qui s'est exprimé finalement. Avec le recul, parce que évidemment, il y a eu ce mouvement qui a fait la une de tous les journaux, de toutes les chaînes d'infos continues. Électoralement, ça s'est pas traduit par, je veux dire, les listes Gilets jaunes, elles n'ont rien fait. Il y a probablement un gain pour le Rassemblement national, mais finalement, il n'y a pas eu de raz-de-marée politique, au contraire, aux européennes notamment. Alors, parce qu'il n'y a pas de structuration politique de ce mouvement. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de structuration politique ? Est-ce qu'on n'a pas exagéré la force de ce mouvement ? Est-ce que les médias n'ont pas exagéré la force de ce mouvement ? Les images ont été violentes, donc je ne vais pas blâmer les médias d'avoir fait des couvertures. En revanche, je trouve que le temps de parole qui a été donné à certains gilets jaunes n'était pas respectueux du temps de parole que l'on donne normalement aux analystes qui ont du recul ou aux politiques de tout parti qui doivent s'exprimer et assumer leurs responsabilités, dire oui, on n'avait pas compris, on n'avait pas vu. Là, on a eu de la parole brute qui s'est déversée avec tout et n'importe quoi. C'est ce qui a aussi en partie décrédibilisé ce mouvement. C'est que les revendications n'ont pas cesser de changer, de passer d'un sujet à l'autre, finalement, et que même lorsqu'on a porté des réponses, lorsqu'on a mené l'exercice d'expression, publique du grand débat national, ça ne changeait pas ce mécontentement, mais qui était hargneux dans le sens où il disait on veut mettre tous les élus à la poubelle. C'était un rejet de nos institutions. Vous avez senti une haine à un moment ou pas ? Ah oui, véritablement. Ouais. Et même au moment de la campagne des européennes, pourtant le mouvement Gilets jaunes s'était un peu calmé, ils essayaient d'y aller avec des listes. Et j'étais sur un plateau avec un gilet jaune et je lui dis mais c'est quoi votre projet européen ? Il n'en avait pas. Ils allaient, c'était vraiment pour faire du bruit. Et il dit finalement, je le pousse, oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, on veut mettre des citoyens à la place, à l'Europe, des citoyens au gouvernement. Mais c'est pas ce qu'est la démocratie par le vote. C'était compliqué. La démocratie représentative n'est pas parfaite. C'était compliqué de rationaliser justement un mouvement un peu irrationnel, ce que le pouvoir a essayé de faire avec le grand débat. Lionel Maceda, est-ce que ça pose un problème à des gens de culture, ce genre de mouvement ou est-ce que vous êtes... C'est quelque chose qui est très éloigné de... Ah ben non, on n'est pas très éloigné, puisque le théâtre, nous, notre travail de théâtre... Vous avez un travail formidable dans le théâtre, d'intégration, justement. Le travail du théâtre public, il y a d'un côté, on a déjà échangé là-dessus, mais il y a d'un côté la production, la création, la diffusion d'œuvres, et de l'autre côté, le travail qu'on fait sur le terrain, qui représente vraiment 50% de notre travail. Et la chimère, en tout cas, que l'on poursuit, c'est d'avoir dans la salle des publics qui soient représentatifs de la sociologie d'un territoire donné. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le théâtre soit un lieu qui soit rassembleur. Et pour revenir sur cette question et cette crise des Gilets jaunes, moi je pense que c'est aussi un besoin
absolue de se sentir représenté et d'exister, tout simplement. Et que si cette crise a eu un aspect positif, c'est tout simplement de montrer que la France, ce n'est pas uniquement la start-up nation, ce n'est pas uniquement la France des auto-entrepreneurs, des gens agiles qui peuvent s'adapter à tous les changements sociétaux, mais c'est aussi une France beaucoup plus composite. Et ça, je crois que les politiques... je pense, c'est un cri qui s'adresse pas uniquement aux politiques, ça s'adresse aux institutions, ça s'adresse au monde de la culture. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas deux France qui se regardent et qui ne se parlent pas, quoi. Ça s'adresse aux journalistes également, donc ça s'adresse à tout ce qui semble représenter la France. Or, la France, elle est composite. Elle est très composite, c'est pas deux France. Comment se sent-on oui, enfin, quand je dis de France, pardon, c'est plus compliqué que ça, mais en fait, c'est un petit... On avait l'impression d'une division entre ce que dit une France de la réforme, une France du mouvement, et puis une France plus... traditionnaliste, quoi. Enfin, et puis il me semble que cette crise-là va nous obliger tous, pas uniquement les politiques, là encore, les politiques d'un côté et les autres, va tous nous obliger à réfléchir à cette impensée qu'est la question de la réussite. Qu'est-ce que la réussite ? Aujourd'hui, le seul modèle de réussite qui est proposé, c'est une réussite financière. Or, la réussite, c'est bien plus complexe que ça. Et si cette crise permet à tous ceux qui pensent être le plus nombreux à penser cette question de la réussite, je pense que ce sera quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que la réussite ? La réussite individuelle, notre liberté individuelle, comment la sauvegarder, en y attacher, et comment la sauvegarder pour la mettre au service aussi d'un ensemble qui est plus grand et qui nous dépasse. Donc ça contient tout ça, cette crise des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'elle est très complexe à analyser. Elle est complexe parce qu'elle est très diffuse. Et puis peut-on parler de mouvement quand on sait qu'à l'intérieur de ce mouvement, il y a des contradictions très fortes. Ouais. Mais vous avez raison qu'il y a quand même eu des aspects positifs. Alors, en effet, sur le questionnement qu'on peut avoir sur soi-même, sur la société, sur la démocratie, quand même, il y a en effet des efforts à faire encore pour devenir plus démocratique. Donc, tout ça. Alors, après, je ne parle pas des mesures économiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le pouvoir d'achat augmente, on voit que... c'est aussi peut-être un effet collatéral des Gilets jaunes aussi, ça, hein. Alors, il y a des enseignements positifs à tirer, bien sûr, de cette crise. C'était quand même une crise politique qui nous, parlementaires, nous a beaucoup affectés parce on était ébranlés dans nos valeurs, surtout nous qui sommes issus de la société civile, qui apportons ce renouvellement. Et on se sent pas si différents des citoyens. On n'était pas les vieux politicards. Bon. Et donc ça, c'était très perturbant, mais surtout ce qu'il faut prendre, il faut embrasser dans sa globalité, effectivement, ces divergences de points de vue qui sont exprimées. Je crois qu'on a besoin tout à fait des intellectuels pour prendre un peu de recul, comme vous dites, repenser ce qui s'est dit à ce moment-là, quel modèle de société. Moi, je crois que c'est fondamentalement que c'est les nouvelles générations qui vont nous donner des clés, et ça passe justement par ces mouvements étudiants là pour la lutte contre le climat. Mais pour les Gilets jaunes, je crois que sur la partie, sur ce qui concerne plus de démocratie participative, on a bien entendu le message. Et d'ailleurs, on l'avait entendu avant. Vous saviez, on voulait faire rentrer la proportionnelle, on voulait changer. Oui. On était sur le point de le faire. On n'a pas eu le temps de mener ces réformes qui devaient passer, parce que c'était l'été dernier, c'était l'affaire Benalla qui nous a empêchés de poursuivre notre réforme sur la Constitution. On était sur le point de réformer aussi, par exemple, le CESE, d'en faire un forum citoyen pour associer plus les conseils économiques, social et voilà et pour ouvrir plus la part ouvrir nos réflexions, y compris sur les projets de loi, aux citoyens. Il y a aussi dans ce phénomène, probablement, c'est-à-dire que ça prend la place de quoi ? Ça prend la place des partis politiques qui ne jouent plus non plus leur rôle d'évacuation des tensions. Oui. Et c'est vrai que il y a une crise de la démocratie telle qu'on l'a connue pendant très longtemps. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce mouvement-là, mais il peut y avoir d'autres mouvements du même genre qui surgissent à tout moment. Il faut
Il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout évolue. Les syndicats ont moins de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, parce que le mode politiques sont en crise. Les partis politiques, alors pas forcément notre mouvement, la République en marche, mais les deux partis qui ont gouverné la France pendant 30 ans, Insoumise, le PS, font 13% tous les deux aux européennes, c'est quand même un changement. L'extrême droite n'ont pas réussi à récupérer ces mouvements. Ils ne parlent plus non plus à ces revendications. Qui est quand même émergé d'une classe moyenne qui se sent, c'est quand même quelque chose qui ressort, qui dit on est là vraiment pour payer, c'est pour ça que on met en place cette baisse massive des impôts, on reconnaît, le Premier ministre l'a dit, on reconnaît que y a une tranche de la population qui se sent matraquée fiscalement et que quand il y a le refus de l'impôt, et ça, c'est un apprentissage aussi du mandat de député, vous voyez. L'exercice budgétaire, il est structurant. Et moi, je me suis rendu compte à quel point ce qu'on appelle le PLF, donc quand on définit le budget à l'automne, l'impôt est structurant. Le projet de loi de finances est structurant pour la politique que on applique à la nation. Parce que c'est là où les gens voient réellement, ça se décide, et puis ils voient réellement les impacts des décisions, parce qu'on fait parfois des grandes annonces politiques, mais finalement, c'est la manière dont on prélève l'impôt, on touche ici à tel équilibre, on prend plus ici, parce que c'est une question d'équilibre budgétaire, bien sûr, in fine. On ne peut pas ouvrir les dépenses sans ajuster l'impôt. Eh bien, s'il n'y a pas d'acceptation de l'impôt, c'est là où le politique se fait. C'est comme ça qu'est née la démocratie, c'est avec l'impôt. Paul Armitage, vous n'avez pas été impacté évidemment par le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas, le tourisme quand même sur Paris est un petit peu impacté. Je pense qu'il y a un problème qui en résulte d'image parce que. Et l'image, voilà, c'est ce que je voulais vous demander parce que vous avez beaucoup de contacts avec des étrangers. Tout à fait, comment ça a été vu Est-ce qu'il y a une inquiétude j'ose dire. Alors moi, je suis actuellement en train de demander la nationalité française pour des raisons de Brexit, des choses comme ça. Donc je parle en tant que Français. Pas encore. J'attends le jour dans l'officiel. Vous avez des contacts aussi avec ça. Mais donc je parle en tant que Français, mais aussi en tant qu'étranger parce que britannique. Et c'est vrai que on commence à avoir l'habitude entre guillemets. Ça commence à être un petit peu la blague à l'étranger concernant les mouvements en France et la limite, je dirais, des réclamations que peuvent avoir les gens. Mais moi, je voulais juste revenir sur le mouvement, dire que je pense qu'il faut un peu d'empowerment, je pense qu'il faut un peu plus de participation, parce que sinon on va avoir des mouvements de plus en plus réguliers dans ce sens-là, avec les médias dont dispose le public, avec les réseaux sociaux, etc., un peu comme le printemps arabe il y a une dizaine d'années. Je pense que ces mouvements peuvent surgir beaucoup plus rapidement. Donc je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la participation et la communication. C'est vrai que vous avez raison de dire, la nouvelle communication par les réseaux sociaux, la rapidité de l'information, parfois des fausses informations aussi, la désinformation et la déformation. Ça change tout. Ça change aussi en culture, non ? Évidemment. Dites-moi, qu'est-ce qui change ? Non, l'arrivée justement des réseaux sociaux, de cette nouvelle communication. Ça change forcément parce qu'on doit en tenir compte. Après, moi, je pense que ce que je dis toujours, c'est que un théâtre ou un musée, de la même façon, est un lieu qui doit être connecté au monde, qui est par définition connecté au monde parce que les artistes qui sont sur scène, qui sont en représentation, représentent aussi le monde de l'extérieur. Ce sont les produits, les émanations du monde tel qu'il est, tel qu'il va. Mais c'est aussi un lieu de déconnexion où on doit pouvoir être totalement déconnecté justement des réseaux sociaux et être connecté à soi-même. Donc il y a ce double jeu. Il y a ce double jeu. Oui, quand on rentre dans un théâtre, on est un peu ailleurs, quoi. Il y a de la connexion. Il doit y avoir de la déconnexion. C'est cet espace de déconnexion qui est indispensable. Exactement. Mais quand on fait un sport ou une activité, on se déconnecte un peu Si on se déconnecte pas, on n'est pas bien. Mais c'est surtout qu'on se connecte à soi. On se connecte à soi. Je pense quand on fait, et typiquement dans le golf, on se connecte à soi. Quels sont les événements culturels qui vous ont marqué cette année ?
Là, il y en a eu beaucoup de façon très. Il y a ceux que vous avez créés vous-même ici. Non, mais globalement, le changement du ministre de la Culture est un événement culturel. C'est important, oui, pour vous, évidemment. Avec un profil un peu plus politique, donc plus intéressant et certainement une meilleure connaissance du spectacle et des arts vivants. Il y a la directive européenne sur les droits d'auteur qui est pas encore en application, qui est entrée en application. Je crois que on a 2 ans pour l'intégrer au droit national. Qui est un point important parce que ça a été une lutte qui a duré pendant 3 ans ou 4 ans et le Parlement a finalement voté, pas une majorité super large au demeurant, mais a voté ce texte qui permet aux auteurs, aux créateurs de contenu dont les journalistes de recevoir les fruits de leur travail. Je suis membre de la SACEM, moi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre événement des choses qui m'ont marqué cette saison? Une nouvelle génération de chanteuses, par exemple. Là, je pensais aux victoires de la musique. Une nouvelle génération qui est en train de chanteuses hyper douées qui arrivent, qui ont 20 ans, 25 ans. Celle qui a gagné les victoires, elle n'est pas toute jeune. Jeanne Haddad. Oui. Non, elle a 30, Jeanne Haddad, elle a 35 ans. 35 ans, mais elle a formidable. Deux carrières derrière elle. Donc une nouvelle génération de chanteuses qui vraiment prennent le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué cette année Je crois que vous êtes intervenu, alors c'est pas de la culture, c'est plus du patrimoine, mais sur l'incendie de Notre-Dame, je crois que vous êtes intervenu au Parlement là-dessus. Oui, alors sur un sujet qui est tout petit par rapport au projet de loi qui est arrivé dans l'hémicycle, mais là c'était plus un exercice démocratique, c'est que j'ai eu une suggestion de la part d'un habitant de la ville du Pec, qui m'a dit finalement nous on est prêt à donner, il y a un grand élan national et au-delà de nos frontières et on aimerait que la mémoire en soit conservée et donc il a proposé une espèce de livre d'or dans lequel et alors donc moi j'ai posé l'amendement tel que cet habitant me l'avait de ma circonscription l'avait proposé, donc vous voyez c'était parce que je pense que c'est un événement qui a touché tout le monde. Vous avez été surpris par ça intimement? Non, et que sans aucune considération religieuse, il a dit seulement, voilà, nous on voudrait que le nom des donateurs, même s'ils ont donné peu, c'est pas ceux qui donnent des centaines de millions, apparaissent quelque part, soient inscrits pour dire l'éternité. Donc je pense qu'avec les moyens numériques on peut faire ça, avoir une petite tablette. Mais j'ai trouvé ça touchant. Vous voyez, c'était là, mon intervention. Sinon, bien sûr, comme tout le monde, nous avons été frappés. J'étais à Paris ce soir-là. J'ai vu la fumée monter à 18h50. Je suis sortie de l'hémicycle pour aller à une réunion dans le 5e et on a été la rue de l'université. On a vu un nuage qui s'engouffrait très 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 bizarre avec des odeurs très bizarres. J'ai su après que c'était une odeur de soufre qui se dégageait. Et ça a été la consternation et en même temps une mobilisation et une sorte d'unanimité. C'est assez rare les mouvements unanimes, non, comme ça. Il y a eu la Coupe du Monde 1998. Oui, c'est ça. Non, il y a les événements sportifs. Il y a peut-être le parc du château de Versailles, vous savez, énormément de donateurs américains, lorsqu'il y a eu la fameuse tempête en 2000, avait donné, il y avait une mobilisation très très forte. On a un grand témoin aussi quand malheureusement on a des soldats qui disparaissent. Enfin, on arrive à avoir des moments de communion nationale, mais à travers le sport, c'est la première illustration, des moments joyeux et des moments de grande tristesse. Bien sûr. Après, il y a eu plein de raisons. Je ne sais pas si on peut parler d'unanimité parce qu'il y a plein de raisons différentes qui ont fait qu'on a été touché ou que les Français ont été touchés par ça. Il y a ceux pour qui Notre-Dame représentait un symbole du catholicisme. Il y a ceux qui voyaient ce monument. Ça a dépassé ça quand même, non ? Il y a ceux qui voyaient ce monument comme représentant la France, représentant Paris, représentant une histoire, représentant certainement une culture. Il y a ceux qui ont vu aussi dans cet événement une sorte de symbole de l'effondrement, de la France, d'où toutes les fake news. Oui, il y a même eu un peu de complotisme. Il y a eu beaucoup de complotisme. Il y a eu beaucoup. Oui, évidemment. Ça vous a touché, non, Paul ? Bien sûr, évidemment. C'est comme
Comme pour tout le monde, je pense. C'est vraiment un édifice qui représente. Après, un vrai débat, de savoir est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ou pas. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, débat, ça, je trouve. Oui. Ça, c'est un débat très ouvert, à mon avis. Ouvert, il faut garder ouvert. Oui, il faut garder ouvert. Enfin, à un moment, il va falloir reconstruire. Oui. Oui. Donc, j'ai trouvé intéressant là, justement. Le fait de dire il faut le faire en 5 ans, je trouvais ça plutôt c'était plutôt pas mal. Ça montre une volonté. Voilà, pas uniquement une volonté, mais on se relève, on y va, on se fixe des objectifs clairs. Peut-être on ne s'y tiendra pas, mais au moins ça donne une impulsion de ne pas diverger, de ne pas attendre 10 ans les plans. Voilà. On dit un mot de la Ryder Cup quand même. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est? Non mais alors. Parce que ça vous a c'est Notre-Dame du Golf. C'est Notre-Dame du Golf, absolument. Avec comme ça, hein, une flèche qui montait très haut. Non, mais ça vous a pris pas mal de temps, beaucoup d'années de travail avant l'organisation de cet événement au Golf National que vous dirigez. Donc, vous étiez inquiet, pas tellement inquiet. Je vous avais pas trouvé tellement inquiet juste avant. Non, c'était pas possible d'être inquiet parce que effectivement il y a pas uniquement le Golf National, mais il y a la Fédération française de golf avec l'équipe de Pascal Grisot et tout le monde s'est mis en marche depuis longtemps, hein, depuis 5 ans. Sans jeu de mots. Hein. Non, absolument, c'est pour faire plaisir. Mais c'est vrai que c'était tellement bien organisé avec tous les corps de l'État d'ailleurs qui ont joué un rôle hyper important, sécurité, transport. Donc le plan, je veux dire, on ne pouvait pas avoir des regrets après l'événement si ça ne marchait pas parce qu'on a tout. Tout était fait pour que ça marche et ça a été un succès phénoménal. Hein, absolument. Ouais. J'ai un rapport devant moi qui donne quelques indications des retombées économiques pour la richesse du pays, justement. Donc on est au-delà de 150 millions d'euros sur le plan local. Au niveau tout à fait directement lié à l'événement. Donc après, maintenant, il y a les retombées qui continuent. Hein. Le Golf National aujourd'hui, Vous voyez la conséquence de ça dans la fréquentation, beaucoup d'étrangers, Absolument. Nous, on va monter d'environ 1000 visiteurs étrangers en 2014 à plus de 12 000 cette année. Ah oui. Donc c'est ça qui est phénoménal parce que c'est des nuitées d'hôtel, c'est des repas, c'est des visites à Paris, c'est des visites de Notre-Dame, c'est tout ce qui entoure ce tourisme. Alors il peut y avoir des touristes étrangers qui devaient venir de toute façon à Paris, mais maintenant qui veulent prendre les clubs parce que on a un des meilleurs parcours du monde, hein, qui est identifié en tant que tel. Mais la plus grosse partie, c'est des nouveaux clients. Nouveaux clients. Et français? Français toujours. Oui, tout à fait. Alors, on a quand même réactualisé notre politique, je dirais commerciale, notre tarification, mais depuis 4-5 ans, qui a été bien ou mal perçue. C'est que la qualité, évidemment, ça a un prix. Ça se paye, ça a un prix, surtout. Et d'un golf qui peut proposer pour tous les types de golfeurs, que ce soit les débutants ou des gens ayant moins de ressources, on est un golf ouvert à tout le monde. Avec l'Oiselay 9 trous, à partir de 10 € la partie, on peut jouer au golf. Mais l'Albatros, le bijou, le joyau du golf français, maintenant il a un certain coût. Donc on n'a pas nécessairement les locaux régionaux qui viennent tous les week-ends jouer sur l'Albatros. Ma fille a eu son bac avec mention bien. Bravo. C'est pour ça que j'étais un peu nerveuse. Là, je regardais. Excusez-moi Donc il y a des résultats. Oui, voilà. Bravo, vous la féliciterez. Je la félicite. Justement, vous avez accordé une interview au journal L'Équipe, dans laquelle cette semaine, dans laquelle vous parlez justement de la consommation, des changements, justement dans la consommation du golf. Vous justifiez l'élévation du prix pour le parcours le plus reconnu, qui est celui de la Ryder Cup, qui sera celui de l'Open de France en octobre, et des Jeux Olympiques en 2024, qui est celui de l'Albatros. Et vous dites qu'on est en train il y a un changement
et dans la consommation et dans l'accueil aussi, dans les golfs, et que tout ça est totalement nécessaire. C'est-à-dire que c'est plus la peine d'avoir des gens qui sont employés à rester derrière un comptoir comme ça, à attendre le client. Il faut qu'ils fassent autre chose. Vous êtes beaucoup aidé par l'Internet. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai changement. Alors oui, il y a un changement qui est nécessaire. C'est une vision assez personnelle pas de la pratique du golf, parce que je pense que le golf restera le golf. On va pas. Oui, on va pas changer la façon de jouer. Non, on va pas changer la façon de jouer. Et puis le golf ne plaira pas à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, on serait bien embarrassé si tout le monde voulait jouer au golf, parce qu'on n'a pas assez d'équipement en France. Mais notre objectif, justement, c'est de développer ce sport et de développer ce sport pour les 50 ans à venir. Il faut qu'on change le mode de consommation, surtout. Pas nécessairement le sport, mais il faut qu'on le joue en moins de temps. Il faut qu'on. C'est pas nécessairement une question de prix, parce que je prends mon exemple personnel. Salle de gym, là où on est actuellement, me coûte aussi cher qu'un mois de golf. Voilà, une salle de gym digne de ce nom-là, c'est plus cher que le golf. Mais ça, on a du mal à le faire connaître, savoir au public français. Il y a une image d'ancien temps où on a déjà changé, on a révolu des golfs privés dans les années 60, 70, qui étaient plutôt réservés à une élite, c'est vrai. Maintenant, on a 700 équipes. C'était très compliqué dans les années 70 de jouer au golf en France. En 40 ans, on a diversifié l'offre. Il y avait quelques golfs qui coûtaient extrêmement cher. Voilà. Et pour aller à une étape complémentaire, il faut qu'on change de consommation, il faut qu'on parle mieux aux jeunes. Le golf a un super avantage par rapport à d'autres sports, c'est que ça peut se pratiquer de 8 ans à 88 ans, c'est intergénérationnel. On ne peut pas jouer avec son grand-père au tennis, au moins pas très bien. Donc on a des avantages pour garder ces liens familiaux, des choses comme ça qu'il faut qu'on mette en avant. Et pour ça, il faut créer les produits nécessaires. Alors, et devenir plus moderne dans notre approche. Vous dites plus moderne. Il y avait dans l'équipe aussi, il y avait notre interview de gens qui s'occupent de parcours de golf et qui parlait évidemment de l'impératif environnemental. C'est vrai que dans les années 70, ça a été un peu abandonné. On a fait des trucs très verts, très beaux, machin, mais qui utilisaient beaucoup de produits qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Là aussi, il faut aller vers des choses plus naturelles, d'ailleurs, où la nature reprend le dessus, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? On est à fond, complètement à fond. Je pense qu'aussi il y a un problème, un déficit de communication là-dessus, parce qu'un golf par mètre carré ou hectare est moins polluant qu'un terrain de foot. Oui. C'est un fait. Dès aujourd'hui, il y a des benchmarks en Belgique, en Wallonie, où ils sont déjà à 0 phyto. Ça marche très bien. Les golfs sont beaux. C'est possible. Donc, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Le mauvais exemple, c'est Augusta. Quand on voit Augusta, parce que c'est typiquement. Oui, alors, c'est déjà sur un autre continent. C'est en Amérique. C'est là où il y a le Masters. Et c'est un, comment dire, c'est un lieu qui se rend très bien à la télévision et qu'on a tous envie de jouer, y compris moi-même. Je dirais pas le contraire. Mais ce n'est pas le modèle. C'est pas le modèle et ce n'est pas le modèle comme est le golf national, qui est un équipement, je le rappelle, de la Fédération française de golf, donc qui doit être leader dans tous les domaines d'activité, que ce soit la partie commerciale ou la partie environnementale. Et on l'est avec un partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, qui nous a obligés, qui nous force à penser à la faune et flore, est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on remet. Les travaux pour la Ryder Cup, justement, nous ont aidé à réduire notre consommation d'eau de 35%. Donc ça, c'est extraordinaire. Et il faut savoir que sur un golf, il y a un green qui représente environ, sur le golf national, 5% de la surface. Et quand il y a des restrictions d'eau, on n'arrose que ça. Ah, voilà. Voilà. Donc on n'arrose pas. Ce qu'on appelle les fers. Oui. Voilà, on peut sur l'Aigle, par exemple, le parcours. Absolument. Donc il y a des changements qui sont en cours absolument. Et on va aller de plus en plus vers une situation de zéro phyto. Et comme j'ai dit, il y a d'autres pays qui l'ont réussi, ou des parties des pays. Wallonie, je pense à ça actuellement, parce qu'ils sont vraiment à zéro phyto sur. Alors, on a un problème quand même, on a un impact écologique qui est assez complexe pour un golf, parce que, par exemple, on peut être en voisinage avec un champ agricole
qui peut déverser à 5 mètres d'un golf, et avec le vent, on prend les produits qu'il a qui sont illégaux, entre guillemets, ou pas permis chez nous. C'est le problème des OGM à un moment d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Pas ceux qui en font, il y a ceux qui sont à côté aussi qui en profitent. Mais le golf national est une référence pour le respect de... Bravo. Oui, bravo, et puis essayer de diffuser les bonnes pratiques, parce qu'effectivement, on n'a pas rien sans rien, c'est-à-dire qu'il faut des investissements assez importants pour passer à une nouvelle façon d'entretenir et de cultiver. Et donc, là où se font des investissements, se développent des bonnes pratiques que l'on peut peut-être étendre effectivement aux céréaliers qui jouxtent le golf, ou voilà, il peut y avoir des réflexions de territoire entre acteurs qui manipulent la matière verte. Voilà, il y a des démarches de tri, il y a des démarches, vous allez à la boutique du Golf National, et je vous invite tous à venir d'ailleurs, et vous pouvez acheter notre propre miel, qui est fait avec absolument dans notre boutique. C'est pas une grosse quantité, mais on a effectivement des abeilles qui sont en partenariat avec une entreprise qui s'en occupe, parce que notre personnel ne peut pas. Mais effectivement, on a tout genre de démarches, et on devrait justement organiser des visites et parler de ça. Autour du thème de l'environnement. Lionel Massetta, vous avez présenté il y a peu de temps la nouvelle saison du Théâtre de Saint-Quentin. Comment on construit une saison ? Là, vous êtes parti pour Avignon, par exemple, non, je suppose ? Oui, mais ça se construit toute l'année, en fait. Là, on a commencé depuis un mois à travailler sur la saison 2020-2021. Déjà, oui. Et ça se construit par... on est 3 à faire la programmation au Théâtre de Saint-Quentin, donc on voit chacun environ 200 spectacles par saison. On a des rendez-vous quotidiens avec des artistes qui nous parlent de leurs projets qui sont en production. On a toute cette matière-là, et puis après on essaie de trouver un équilibre, comme on est dans ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, c'est-à-dire on est sur la danse, le théâtre, là où les musiques, le cirque contemporain. On essaie de trouver cet équilibre, on essaie de trouver aussi cet équilibre entre les hommes et les femmes. On essaie de faire en sorte que la diversité dont on parlait tout à l'heure, de la société française soit aussi représentée sur le plateau. Comment est-ce que les gens qui sont dans la salle peuvent se reconnaître aussi sur le plateau ? Ça, c'est un point important. Et puis après, il y a forcément une part de subjectivité et de goût personnel qui entre en ligne de compte. C'est un autre. Mais ce qui est frappant quand même, c'est le succès quand même, dans une population qui n'est pas forcément a priori comme ça faite pour ça, non ? Je sais pas si c'est frappant. En fait, on travaille beaucoup. Oui, vous travaillez beaucoup, oui, mais c'est quand même une programmation exigeante et qui attire un grand public quand même. C'est ça qui est pas facile. Je vous entends, mais c'est vrai que vous rendez hommage. Il est toujours très surprenant pour moi ou pour nous lorsque des spectateurs prennent des abonnements, de voir que sur 10 ou 15 spectacles qu'ils vont sélectionner, il y en a peut-être un artiste qu'ils connaissent. Oui, c'est ça. Un spectacle qu'ils connaissent. Et donc, ils se laissent guider. Et tout notre travail, c'est aussi de tisser cette relation ce contrat de confiance, c'est comme ça qu'on dit, cette relation de confiance avec les spectateurs, c'est-à-dire qu'ils aient... Après, ils peuvent être déçus, mais le côté déceptif fait aussi partie du métier de spectateur. Quand on va au stade, quand on va au théâtre aussi, on peut être. Oui, non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est totalement bien, comme disent les Suisses, ou déçus en mal. Mais quand on fait, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les gens viennent voir des choses qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont aimer. Non, c'est ouvrir la curiosité. Oui, c'est ça. Alors on n'a pas le temps de parler des projets. Évidemment, il y a les réformes des retraites, il y a la PMA pour tous, etc., qui vont être des sujets importants. Mais on va peut-être parler il reste à peine 3 minutes et demie, peut-être de politique locale. Il y a les élections municipales. La République en marche n'est pas représentée en tant que telle. Le MoDem l'est un peu, c'est votre allié, dans certaines municipalités. Comment ça va se passer ? Il y a déjà des stratégies qui sont mises en place ? Vous allez soutenir certains candidats ? Vous allez présenter des candidats ? Oui.
Alors, il y a quand même des élus qui sont déjà en poste dans des conseils municipaux, qui ont rallié La République En Marche, et ce depuis le début, depuis voilà. Donc on a une petite base d'élus, mais bien sûr, comme nous sommes un mouvement nouveau, il va falloir approfondir ça, et donc on compte bien remporter des villes, soit en menant directement des listes, soit en inscrivant des candidats dans des listes dont la tête de liste nous paraît tout à fait partager les mêmes valeurs. C'est une histoire de valeurs, c'est pas une histoire effectivement de carte politique stricto sensu. C'est bien sûr sur des valeurs, je dirais, de centre, centriste, et d'ouverture à l'Europe, d'ouverture à la culture, d'ouverture à la diversité, qu'on pourra se rallier justement à des projets présentés par des maires. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de petites communes aussi dans les Yvelines où les maires ne se présentent pas du tout comme étant affiliés à un parti, et ce sont des listes de rassemblement, et donc on sera content d'emmener certaines listes en ayant une grande ouverture, et puis ou de rejoindre des listes de rassemblement. Donc ça se construit en ce moment. Si, on avance, on a déjà. Vous savez où vous allez présenter, par exemple, je sais pas, à Versailles, il y aura une liste. On a déjà 2 têtes de liste qui ont été nommées à Montesson. Nous avons aussi à Rambouillet, et puis le reste, ce qui n'est pas annoncé ici, mais ça, on y travaille, et on étudie les dossiers un par un, et c'est la Commission nationale d'investiture qui décide. Si je ne m'abuse, non ? Oui, tout à fait. Donc il y aura une liste contre Gérard Larcher. Il y a des choix qui sont affirmés, mais vous avez aussi des décisions il faut laisser le temps à la Commission nationale d'investiture de se prononcer. Et pour les villes de plus de 9000 habitants, c'est normal, et beaucoup de projets qui se mettent en place dans les différentes villes. Ça avance, je pense que c'est véritablement à la rentrée. Mais moi, j'exclus pas d'être sur une liste, mais pas d'en mener une. Ça, c'est. Non, parce que vous ne pouvez pas. Enfin, il y a le cumul des mandats. Je tiens à mon mandat de parlementaire. Mais vous avez encore 3 ans de mandat de député. Est-ce que vous projetez après, parce qu'on disait vous n'êtes pas une professionnelle au départ de la politique, est-ce que vous dites tiens, un mandat c'est bien, ou est-ce qu'il faut en faire un autre pour avoir plus d'efficacité? Si j'ai encore de la valeur ajoutée, je jugerai, je ferai mon examen de conscience à cette échéance-là. Bien sûr que je poursuivrai parce que la politique, c'est pas venu il y a seulement 2 ans. Moi, ça s'inscrit quand même dans un parcours de toute ma vie. Je me suis intéressée à ça. J'ai participé à des think tanks. J'avais pas forcément ma carte dans un parti. J'ai fait une campagne municipale en 2001. Vous voyez, donc c'est quand même pas quelque chose que l'on embrasse du jour au lendemain et que l'on quitte. Non, de près ou de loin, je m'intéresserai toujours à la politique. Et j'espère pouvoir continuer, d'ailleurs, dans ces fonctions. Merci beaucoup, Nathalie Apousiré. Merci beaucoup, Lionel Massetta. Merci beaucoup, Paul Armitage. Et bravo à vos actions. Et voilà, l'émission est terminée. À très vite pour un nouveau PAF. Ça sera probablement à la rentrée en septembre.